Alors, bonsoir à toutes et tous. Nous invitons ce soir Marion Voileau, qui est donc architecte et designer, et docteur en design appliqué aux sciences cognitives et cofondatrice de Premier Cri, pour une conférence Corps numérique pour l'éducation, le rôle du designer pédagogique. Donc c'est une conférence qui est organisée dans le cadre d'un petit cycle qu'on a mis en place avec Eloïsa Pérez, qui s'appelle donc Didactique visuelle et design graphique. Donc merci beaucoup à Marion d'être des nôtres. À vous la parole. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est vraiment dommage pour moi de ne pas être là en présentiel, mais effectivement, j'habite Lille. Lille-Strasbourg, c'est pas tout à côté, donc c'est aussi bien aussi de faire ça en visio. Et puis surtout, voilà, je vous donnerai mon mail, donc s'il y a des questions qui émergent déjà pendant la conférence et après, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis. Donc, je m'appelle Marion Voileau, je suis architecte et designer de formation. Et il y a peu, en décembre dernier, j'ai soutenu un doctorat dans une discipline interdisciplinaire qui s'appelle psychologie, sciences cognitives, linguistique et philosophie de la pensée au sein de l'Université de Paris, en collaboration avec l'IRCAM, donc l'Institut de recherche, coordination acoustique et musique associé au Centre Pompidou, et le CRD, le Centre de recherche en design, entre l'ENSI, les ateliers, et l'ENS Paris-Saclay. Donc, je vais vous partager mon écran, donc vous ne me verrez plus. Donc voilà, donc ma présentation s'appelle Corps et numérique pour l'éducation. Tout simplement parce que le sujet de ma thèse porte sur ce sujet, donc le corps au cœur de l'apprentissage par le numérique, exploration d'un nouveau paradigme pour l'éducation à la petite enfance. Donc c'est une thèse qui était sous la direction de Frédéric Bévy-Lacroix, Joël Chevrier et Gilliane Grave. Donc je tiens aussi à dire que c'est une direction de thèse très interdisciplinaire, puisque Frédéric et Joël sont tous deux physiciens et Gilliane a cofondé le studio de création qui s'appelle Big Bang Project et qui traite des questions liées au biomimétisme. Donc vous allez dire que c'est très éloigné de mes sujets, mais finalement, en fait, tout se lie, tout se lie au cours de mon travail de recherche. Donc vous voyez ici aussi les différentes affiliations du projet. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue à ce sujet, déjà, l'émergence, on va dire, de mon intérêt pour la petite enfance et des questions liées au numérique a lieu lors de mon master en création et technologie contemporaine à l'ENSI Les Ateliers, durant une année durant laquelle je développe un projet qui s'appelle Numérium, un aquarium numérique dans lequel les enfants sont plongés. Donc, vous aurez compris la métaphore, puisque j'avais envie justement de replacer le corps dans les interactions des tout petits au numérique. Et puis, j'ai travaillé sur la métaphore autour de l'eau pour créer aussi des formes d'histoire et d'interaction. Donc, les enfants ont travaillé à la fois sur des projets autour des photos à partir du corps, des histoires en mouvement, des interfaces aussi tactiles et sonores. Donc, tout autant de projets qui m'ont permis aussi d'aboutir à mon projet de recherche. Et j'ai aussi beaucoup travaillé la question de l'espace, qui était pour moi aussi beaucoup en lien avec la question de la pédagogie. On pourra en reparler, mais vraiment, je partage souvent cette idée que l'architecture, en tout cas, dans mes projets, s'exprime par le fait que chaque projet et dispositif pensé pour la petite enfance est pensé aussi dans un espace et dans un temps qui est défini. Au cours de mon master, je participe à un workshop qui s'appelait Smartphone en mouvement, qui était dirigé donc par l'équipe Interaction Son Musique Mouvement de l'IRCAM, dans laquelle j'ai fait ma thèse ensuite. Et durant ce workshop, on expérimente plein de manières de faire du son avec notre corps et avec notre smartphone. Donc c'est là que le smartphone devient une baguette magique et sonore qui nous permet d'interagir avec notre corps et avec le corps des autres pour créer des immersions sonores et en mouvement. Pour expliquer aussi un peu l'écosystème de ma thèse et pourquoi tous ces instituts se réunissent. Donc, il y a tout d'abord l'IRCAM. L'IRCAM, c'est une structure pionnière dans la question du son et des technologies. Et au sein de l'équipe Interaction Son Musique Mouvement, vous aurez compris pourquoi dans le titre du laboratoire. Il y a aussi donc le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, qui est associé à l'Université Paris-Cité, justement aussi par cette affiliation de la thèse à l'interdisciplinarité, un sujet sur lequel je reviendrai un peu plus tard et auquel je tiens énormément dans la recherche. Et puis le Centre de recherche en design, qui au moment où j'ai commencé ma thèse était naissant.
et permettait de faire des ponts entre l'ENS Paris-Saclay, donc Normal Sup, qui formait aussi des designers à la recherche, et l'école de création industrielle de l'ENSI Atelier, qui souhaitait aussi s'ouvrir à la démarche de recherche. Pourquoi? Parce que justement la recherche en design est complètement naissante en France. Et il y a aussi des établissements scolaires, puisque la plupart des projets que j'ai développés tous les projets ont été testés et co-conçus avec ces établissements. Donc, je remercie aussi les enseignantes et les enfants de toutes ces écoles. Donc, c'est aussi un écosystème, comme je l'ai dit précédemment, interdisciplinaire, donc autour de plusieurs disciplines: l'interaction de la machine, l'éducation, les sciences cognitives et le design. Et j'aime plutôt dire que c'est en fait le design qui me permet en tout cas de faire lien, de faire sens entre ces différentes disciplines. Pour expliquer un petit peu, donc l'interaction de la machine, c'est une discipline qui s'intéresse à nos comportements et à tous les phénomènes autour de nos interactions avec les outils numériques et notamment le terme de machine qui vient de l'anglais computer, l'ordinateur, souvent traduit sous forme de machine en français. Les sciences cognitives, une discipline très interdisciplinaire en elle-même, puisqu'elle lie la psychologie, la philosophie, l'informatique aussi, etc. Et enfin, les questions d'éducation, et non pas des sciences de l'éducation. Je tiens vraiment au terme d'éducation comme un lien, dans un lien très fort en tout cas, avec les acteurs et les actrices du terrain. Donc, il ne s'agissait pas d'agir en haut comme une science de l'éducation, mais bel et bien comme plutôt une pratique de l'éducation dans mon projet. Donc, le contexte dans lequel j'effectue ma thèse, c'est le contexte de la démultiplication des écrans dans la vie des tout-petits, dans nos vies aussi, qui pose énormément de questions. Je suppose que vous en avez aussi. Sur ces sujets-là. Et donc, j'étudie la relation que les enfants, au départ, ont aux objets qui les entourent. Et très vite, j'en viens à me questionner sur la relation de tous ces outils numériques qui entourent les tout-petits dans leur quotidien, et à trouver un contexte et une fracture très forte entre finalement les usages qui sont faits dans l'environnement familial et les usages qui sont faits à l'école, puisque le numérique est en fait très, très peu présent avant 6 ans, à l'école maternelle. Et ce que je m'aperçois, c'est que pour pouvoir traiter de ces questions liées à l'éducation et au numérique à la maternelle, il faut aussi que j'aille m'intéresser à d'autres disciplines, et notamment la psychologie du développement, à travers notamment l'apprentissage de ce que c'est qu'un enfant, du développement de l'enfant de 0 à 6 ans, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son corps, etc. Et puis aussi aux pédagogies alternatives qui ont vraiment porté de nombreuses valeurs dans mon projet, et notamment des valeurs éducatives, aussi bien l'autonomie que l'exploration active du tout petit dans son environnement. Et qu'est-ce que ça m'apprend en fait d'aller fouiller dans ces disciplines qui sont les 2 premiers chapitres de mon projet de thèse? C'est d'envisager le développement de l'enfant dans une approche holistique, c'est-à-dire d'une approche globale. On ne peut pas parler seulement du développement moteur sans parler du développement du langage, on ne peut pas parler du développement sensoriel sans parler du développement moteur, etc. Et ça, pour moi, c'est très important. Le deuxième chose, c'est que l'environnement du tout petit doit être un environnement qui est préparé et qui lui permet aussi d'envisager une certaine autonomie et une certaine indépendance dans le monde dans lequel il se développe. Et enfin, il y a la notion d'expérimentation aussi qui est très forte, puisque l'enfant expérimente en permanence, c'est sa manière d'appréhender le monde dans lequel il vit. Et pour ça, les pédagogies alternatives permettaient aussi ces moyens d'expérimenter de manière très forte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans chacun des dispositifs que je vous présenterai juste après. Et qu'est-ce que le lien entre tout ça? C'est ce lien très fort entre corps, esprit et environnement dans notre processus à la fois de développement en tant qu'être humain, mais aussi dans nos manières d'apprendre liées aux problématiques d'éducation. Et c'est ce lien corps, esprit et environnement qui a guidé en fait tout mon travail de thèse et la définition de ma problématique majeure, puisque quand vous faites de la recherche, il faut répondre à une question. Alors cette question, elle n'est pas venue tout de suite, elle est venue vraiment au fur et à mesure des lectures, et il s'agissait de répondre à celle-ci. Donc comment créer des interactions numériques adaptées au développement et à l'éducation du jeune enfant, puisque les problématiques de développement et d'éducation
sont complémentaires. Et pour ça, j'emploie une démarche de recherche action-création. J'ai tenu ici à vous la présenter aussi parce que je pense que ce sont des démarches que, finalement, on n'aborde pas forcément, au cours de nos études, en design ou en création, parce qu'elles sont propres peut-être à la recherche dans ces domaines-là. Mais je trouve qu'elles sont, aujourd'hui, porteuses aussi peut-être de repenser la recherche, projet ou la place du projet dans notre, cursus scolaire. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à vous en parler. Donc cette recherche que j'ai voulu à la fois action et création. Action, pourquoi? Parce que la recherche-action, telle que la définissent Goyette et Le Sarre-Hébert, c'est à la fois une fonction de construction de la connaissance, de la recherche, donc c'est-à-dire on fait de la recherche pour créer de la connaissance. Il y a aussi un rôle critique face à la science dite traditionnelle, puisqu'on fait de la recherche souvent en lien avec le terrain, voire même sur le terrain lui-même et avec les acteurs et actrices du terrain. Il y a une fonction aussi de changement social, et ça c'est très important parce que ça veut dire que la recherche a un but, une visée sociale dans sa démarche. Et enfin, une fonction de formation. Il s'agit aussi peut-être de venir changer ou faire évoluer la manière dont on forme à la fois les acteurs qui vont participer à la recherche, mais même peut-être la formation dans leur propre métier. La recherche-création, elle est intéressante parce que, telle que l'a défini Léco Hirt, hein, qui a écrit un très beau livre sur la recherche-création en 2010, c'est vraiment l'expérimentation créative comme activité de recherche. Souvent, quand vous faites une activité de recherche, vous allez suivre un protocole à leurs problématiques, hypothèses, expérimentation, on revient sur les hypothèses, etc. Et ce que dit Léco Hirt, c'est que notre manière à nous, en tant que créateurs et concepteurs, de penser la recherche, elle place l'expérimentation créative au cœur de notre activité. C'est-à-dire que nous allons expérimenter par la création en permanence des choses. Et finalement, la recherche-action, elle nous permet de faire lien entre notre question de recherche et nos problématiques de terrain via des expérimentations que l'on fait sur le terrain. Et la recherche-création, dans mon cas, en tout cas, je l'ai appliquée toujours avec ce lien entre recherche et terrain par une vision interdisciplinaire et en travaillant avec différents acteurs issus du monde à la fois de l'ingénierie, vous aurez compris parce qu'il y a cette question du numérique derrière, du développement de l'enfant et de l'éducation aussi du jeune enfant, avec des acteurs et actrices de ces différents domaines à chaque fois. Développement de l'enfant, ça peut être des experts en sciences cognitives ou en sciences de l'éducation, par exemple. Et éducation, on va plutôt travailler avec des acteurs et actrices issus du terrain, donc de l'école maternelle. Et donc, cette recherche qui se veut à la fois action et création, elle m'a permis d'aboutir à la création ou à la co-création même de 4 dispositifs de recherche. Et je tiens à vraiment utiliser ici le terme de co-création, puisque aucun de ces dispositifs de recherche n'a été créé seul. Aujourd'hui, je peux le dire, hein, je ne crois pas beaucoup à la recherche qui se fait seule, je ne crois pas beaucoup au projet qui se fait seul, et je considère que les méthodes de collaboration, surtout lorsqu'elles sont interdisciplinaires, sont vraiment des clés de réussite à la création et à l'implémentation de ces dispositifs sur le terrain. Alors, le premier dispositif de ma recherche, c'est un MOOC. Donc, un MOOC, c'est un cours en ligne. Vous en avez peut-être suivi au cours de votre vie. Donc, ce sont des cours qui sont disponibles normalement gratuitement et facilement accessibles sur Internet. Et celui-ci s'appelle La petite culture numérique, le développement du tout petit à l'ère numérique, que j'ai réalisé en collaboration avec Léa Langlard, qui est pédiatre, et Lisa Jacquet, qui est maître de conférence en psychologie du développement à l'Université de Lille. La réalisation a été de Xavier Desplat et l'ingénierie pédagogique de Léonard Tourneboeuf et Héloïse André. Vous voyez ici une toute petite partie de l'équipe, encore plus grosse, puisque même les illustrations ont été faites par une illustratrice qui s'appelle Cécile Barraud de la Gerie, etc. Et donc, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a essayé d'établir un état de l'art sur notre question principale qui était de quelle est la relation du jeune enfant aux outils numériques qui l'entourent. Je vous propose de voir le petit trailer de ce MOOC en vidéo. Comment comprendre ce phénomène de révolution numérique qui bouleverse notre société, à commencer par les tout-petits? Nous décidons de partir ensemble à la conquête de la petite enfance et du numérique. Nous avons rencontré de nombreux chercheurs, des familles, des psychiatres et un psychomotricien, une députée, des enseignantes et une éducatrice de jeunes enfants, mais pas que, des designers et des entrepreneurs
qui eux aussi souhaitent mettre leurs compétences au service de cette question complexe. Ce MOOC est à l'image qu'on souhaitait lui donner, une rigueur scientifique dans une approche interdisciplinaire. Ici, vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions. Nous espérons plutôt que ces 5 épisodes éveilleront en vous un nouveau regard et vous donneront envie de relever avec nous de nouveaux défis pour la petite enfance. Donc ce MOOC, en fait, c'est une enquête création. Et là, je reprends ici les termes de Nicolas Nova, qui a écrit un livre qui s'appelle Enquête création en design en 2021, puisqu'il s'agit à la fois de comprendre un phénomène et de le faire comprendre ensuite. Donc, il s'agit aussi d'enrôler, si je puis dire, une posture. Alors, la mienne, c'était celle de designer-chercheur. D'avoir une thématique, alors moi c'était le cas de la petite enfance et du numérique, quels étaient les messages, les conséquences, la recherche en cours, les pratiques actuelles, peut-on parler de culture, etc. Le protocole, c'est de nombreux entretiens. Donc pour ce MOOC, on a réalisé donc une quarantaine d'entretiens pour lequel on a à chaque fois réalisé une grille d'entretien, on a retranscrit chaque entretien et on a sélectionné les passages qui nous intéressaient. Donc autant vous dire que c'est un travail assez minutieux et assez chronophage. Et il y a aussi derrière une forme de restitution, plusieurs formes de restitution d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un MOOC, mais il y a aussi un documentaire et des formations qui en sont issues aujourd'hui. Et vous pouvez, si vous tapez le nom de ce MOOC, la petite culture numérique, le trouver facilement en ligne, puisqu'il s'agissait aussi pour moi de travailler en tant que designer à la dissémination, si je puis dire, de mon état de l'art. Puisque quand j'ai commencé la recherche, je ne savais pas très bien par où commencer et comment je pouvais faire un état de l'art. Et je me suis dit que l'idée d'aller faire des entretiens était intéressante et que ces entretiens, en fait, pouvaient aussi servir à d'autres personnes. Donc là, vous voyez ici tous les intervenants du MOOC, donc des scientifiques, des praticiens et praticiennes sur le terrain, des designers, des familles et des représentants aussi institutionnels. Ce MOOC, il est en 5 épisodes. Ça aussi, c'est très important puisqu'il a fallu hiérarchiser les idées. Donc, dans un premier temps, on a étudié des problématiques, puis on est arrivé au développement du tout petit, on est arrivé au projet de recherche en cours, aux pratiques actuelles, et enfin, on a ouvert sur la question aussi des dispositifs et comment le design peut-il contribuer à tous ces questionnements. Il y a aussi dans ma thèse 3 dispositifs de recherche. Donc, une fois que j'avais fait cet état de l'art, je me suis vraiment lancée à corps perdu, on va dire, dans la co-création de ces dispositifs, Como Éducation, l'Animateur et l'Igloo. Pourquoi je parle de dispositifs? Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce qu'on aurait pu parler d'artefacts, on aurait pu parler d'objets, on aurait pu presque parler de jeux dans mon cas, mais j'ai trouvé que la notion de dispositif était bien plus intéressante parce que déjà, la notion de dispositif ne se limite pas à l'objet, tel que le dit Juin Tess en 2021. Elle est reliée à la notion d'expérience, qui est vraiment au cœur de ma thèse, et vous verrez pourquoi après. C'est aussi un dispositif, c'est un objet transitionnel. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu les travaux de Winnicott, l'objet transitionnel de l'enfance est très important. Et il s'agit du doudou, ce qui permet au tout petit de s'émanciper, on va dire, de ses parents. Et donc, le dispositif permet aussi de créer des espaces potentiels entre les mondes réels et virtuels. Et ça, c'est important aussi pour la question du numérique, parce que c'est un peu où est-ce que je positionne mon cursus et quand est-ce que j'arrive finalement à dialoguer entre les deux mondes, le monde numérique et le monde physique, voire même à avoir des dispositifs qui lient les deux. Et ces dispositifs de recherche, finalement, ils travaillent aussi sur différentes notions du numérique à travers à la fois le détournement, la déconstruction ou la reconstruction de ces outils numériques. Et ça, c'est vraiment aussi de se dire qu'en tant que designer, on a aussi le droit de venir jouer de nos compétences de création par des détournements et des déconstructions et des reconstructions qui nous permettent de faire projet. Pour créer ces dispositifs, finalement, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ce qu'on appelle un processus itératif de recherche, c'est-à-dire un processus dans lequel je viens faire un cercle un peu infini de conception. Mais ce cercle infini de conception, il ne démarre pas de nulle part. Il démarre d'abord par la compréhension de l'écosystème, donc d'abord par l'immersion et l'observation des enfants en école maternelle. Il s'agissait aussi pour moi de faire de nombreux entretiens avec des professionnels et des experts de la petite enfance. Ensuite, à partir de ça, je pouvais définir un peu un cahier des charges, les questions auxquelles j'avais envie de répondre et comment je pouvais les atteindre. Donc, j'ai commencé par
co-créer des dispositifs avec les enseignantes en leur amenant des petites maquettes, en travaillant avec elles. On a ensuite expérimenté ces dispositifs à chaque fois sur le terrain. On a pu récolter quelques données et puis avoir des retours d'expérience qui nous permettaient finalement d'améliorer nos dispositifs. C'est aussi important de dire que la plupart de nos dispositifs ont été créés au sein des Fab Labs, donc des tiers-lieux de fabrication numérique, puisqu'on avait aussi cette envie derrière d'arriver à ce qu'on appelle l'a posteriori dans ce schéma, l'après-processus itératif, c'est-à-dire quand on arrive à un dispositif opérationnel et qu'on souhaite le transmettre au plus grand nombre. Donc, il s'agit finalement de le documenter et de permettre aussi aux personnes qui le souhaitent de venir peut-être refabriquer ces dispositifs, etc. Donc, il s'agit de documenter à la fois le processus de conception, la fabrication et l'installation, l'utilisation, l'appropriation et aussi parler de l'évaluation d'impact. C'est facile de créer un dispositif, c'est un peu moins facile de savoir comment on l'évalue et comment on évalue l'impact sur le développement et l'éducation du tout petit. Donc, je vais vous parler de Como Éducation maintenant, donc, qui est un de ces 3 dispositifs de recherche. Et bien sûr, ces dispositifs se sont aussi basés sur l'état de l'art autour du MOOC. C'était une bonne base pour commencer un projet. Et donc, Como Éducation, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des narrations collectives et en mouvement. C'est une application qui permet de créer des narrations collectives et en mouvement en maternelle à l'aide d'un système interactif geste-son. Donc, ce projet a été développé au sein de l'équipe Interaction Son Musique Mouvement de l'IRCAM. Et là, vous pouvez voir, par exemple, tous ces petits smartphones qu'on vient connecter ensemble lors des narrations en classe. Et je vous montre une vidéo qui explique le projet bien mieux que moi. Le projet Como Éducation est destiné aux enseignantes, enseignants et élèves de maternelle. L'application permet de raconter des histoires sonores et en mouvement de manière collective. Lors de l'expérience interactive, chaque enfant est équipé d'un smartphone à sa main droite, connecté à l'application et bloqué sur écran noir. C'est précisément les mouvements enregistrés par les capteurs du smartphone, gyroscope et accéléromètre, qui permettent de produire les sons animant certains passages d'une histoire. Lors de la création d'une histoire interactive, chaque geste est enregistré et associé à un son. La qualité sonore de chaque geste dépend de son intensité. À tout moment, un geste peut être modifié sur l'application. Une fois tous les gestes enregistrés, l'histoire peut être jouée collectivement. Par imitation, les enfants accompagnés de leurs enseignantes recréent alors l'univers sonore de l'histoire. Ok, on va partir à la chasse à l'ours, vous êtes prêts? Pour attraper l'ours, il va falloir traverser plein de paysages. Passer par-dessus? Passer par-dessous? Impossible, nous devons traverser les hautes herbes. On y va? Nous devons traverser la Gadou. Nous devons traverser la rivière qui est toute froide. C'est parti, on nage. Allez, on nage. Allez, on traverse la forêt. Mais que vois-je au loin? Une tempête de neige. Passer par-dessus? Passer par-dessous? Impossible, nous devons traverser la tempête. Pour réaliser une expérience d'histoire interactive s'appuyant sur Como Éducation, il faut s'équiper d'un ordinateur de contrôle possédant l'application, d'une borne Wi-Fi permettant de connecter les smartphones en réseau, de smartphones connectés à la borne Wi-Fi, de bracelets permettant d'accrocher les smartphones à la main et éventuellement d'une enceinte externe. J'ai entendu le bruit de l'eau. De l'eau? Le scénario des histoires interactives s'appuyant sur Como Éducation permet de mobiliser plusieurs compétences clés de l'école maternelle. Qu'est-ce que je vois? La communication, la compréhension et la mémorisation d'un récit narratif,
Qu'est-ce qu'on a traversé comme paysage? Les hautes herbes. L'écoute, l'attention et l'imaginaire sonore, le faire ensemble et la collaboration au sein d'un groupe, la coordination gestuelle et la conscience corporelle, et enfin, l'utilisation et la démystification d'un outil numérique, le smartphone. Qu'est-ce qu'on entend? Le bruit de notre téléphone. Et qu'est-ce qui fait ton téléphone? La tête. Le projet Como Éducation propose ainsi de repenser l'éducation au numérique en maternelle en favorisant les interactions incorporées et sans écran. Il fait encore du bruit mon téléphone. Donc voilà, donc le système de Como Éducation permet finalement de créer des histoires, donc d'enregistrer des gestes sonores et de jouer ces histoires. Como Éducation, c'est aussi l'histoire d'un scénario, parce que chaque dispositif, lorsque vous souhaitez l'implémenter sur le terrain, il faut le scénariser. Et donc, le scénario, moi, j'ai toujours décidé de le développer en 3 parties: l'exploration, l'interaction et la discussion. Alors d'abord, on découvre les gestes sans son, puis on vient raconter l'histoire en mouvement, et donc là, on parle véritablement d'interaction, c'est-à-dire que quand les enfants font les mouvements, le smartphone répond et fait également les gestes correspondant à ces mouvements. Parce qu'au préalable, on aura bien sûr préenregistré les gestes sonores. Enfin, on prend toujours un temps de discussion, et ici, c'est aussi intéressant de travailler sur la question de la mémoire et de la mémorisation d'un récit. Peut-être aussi tous les ressentis qu'a permis l'immersion sonore des tout-petits dans l'histoire. Et finalement, en fait, lorsqu'on l'a testé sur le terrain, je voulais aussi vous montrer un petit peu comment, à chaque fois, de ces retours d'expérience, on a permis d'améliorer le système. Donc, par exemple, les points forts du projet, on sait que c'est la mise en mouvement du corps, mais le point faible, par exemple, c'est la difficulté à reproduire le bon geste sonore. Donc, pour ça, une des pistes d'amélioration, c'était de créer des supports d'explication de ces gestes, papier ou vidéo. Et vous verrez qu'on l'a fait après. Et dans un petit carnet, il y avait aussi donc l'utilisation du smartphone qui peut prêter à questionnement, hein, qui peut susciter bien sûr pas mal d'interrogations, mais c'est le fait que parfois les enfants puissent entretenir une fascination face à cet outil. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir créer des histoires avec les tout-petits. Et là, on enlève aussi la fascination autour de cet outil un peu magique, on vient le démystifier puisqu'on vient nous-mêmes l'utiliser pour créer des récits avec les enfants. Parmi les retours d'expérience aussi que j'ai trouvé sur ce dispositif, c'était que ça permettait de faire évoluer les pratiques de narration en classe, peu importe le fait que l'outil soit utilisé ou non de Como Éducation. L'appli soit utilisée, en fait, elle fait évoluer les pratiques de narration puisque les enseignantes ont ressorti des entretiens que j'ai faits suite à ces expérimentations, le fait que ça leur donnait envie de venir remettre du mouvement et du geste dans leur pratique narrative. Il y a aussi un autre sujet qui était l'introduction du smartphone en maternelle. Et finalement, même si au départ ça posait pas mal de questions, c'était assez intéressant parce que ça permettait aux enfants de venir toucher cet outil qui est souvent interdit de toucher à la maison, ou alors par parcimonie. Et là, en fait, on vient leur donner la possibilité de... Je tiens à dire que durant toutes les expérimentations que j'ai faites, donc auprès de 200 enfants environ, aucun smartphone n'a été cassé. Donc, il y a une vraie réelle aussi attention à cet outil. Et enfin, on vient aussi aujourd'hui créer de nouvelles histoires interactives. Par exemple, samedi, je serai au Cube à Garges-les-Gonesse, donc dans la banlieue parisienne, et on va venir créer des histoires avec des familles, donc entre parents et enfants, à partir de tous les sons et tous les gestes qu'on a autour de Como. Juste savoir la place, ou peut-être vous allez en parler après, mais la place du livre qu'on voit et des illustrations. Alors le livre, il n'est pas du tout utilisé dans la narration interactive. On l'a complètement oublié au profit de l'appropriation du récit par la personne qui raconte l'histoire et par l'immersion sonore. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a finalement remplacé l'image par le son. Et ce qui a été intéressant, c'est que de remplacer l'image par le son crée un phénomène extrêmement abstrait et pour l'enseignante et pour les tout-petits. Donc on est finalement revenu à l'image, mais à l'image pas forcément classique d'un livre, mais à l'image du mouvement. Et c'est un peu ce qu'on va voir après. Puisqu'en fait, de Como Éducation aussi, l'idée était de créer un kit pédagogique autour du projet, c'est-à-dire de pas seulement avoir une appli, mais d'avoir plusieurs supports qui permettaient aux enseignants d'avoir l'ensemble des outils pour créer des histoires avec leurs élèves.
Ce kit, il prend la forme aussi de cartes de gestes, que vous pouvez voir ici sur la droite, et de cartes de son, qui étaient à gauche, et ici que vous pouvez voir sur la droite, des cartes de son. Et on peut comme ça venir aussi dialoguer autour des gestes et des sons d'une histoire. Donc, on a aussi créé toute une bibliothèque sonore. Et par exemple, j'ai vu aussi qu'avec les tout petits, je ne pouvais pas travailler trop sur des sons hyper abstraits. Alors, à l'IRCAM, on est très bon sur ça. Hein. C'est un institut de musique contemporaine. Donc, nombreux sont les noms, des sons abstraits qui sortent de l'IRCAM. Mais non, ici, j'ai repris des sons de l'environnement quotidien. Donc, par exemple, typiquement, la brosse à dents. Et vous voyez, le geste à gauche, c'est on se brosse les dents. On fait comme si on avait une brosse à dents dans les mains. Et le son du smartphone qui va sortir sera celui de la brosse à dents. Et aussi, on a travaillé donc sur la manière dont on pouvait finalement dessiner ces gestes. Parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que le fait, comme je disais, de ne plus passer par le livre et de plus du tout passer par le visuel, faisait que on crée des sons à partir de gestes. Et pour les tout petits et leurs enseignantes, c'est très compliqué et à documenter et à expliquer. Donc, on est revenu aussi à s'interroger sur la manière dont on pouvait dessiner le mouvement et dessiner finalement nos gestes sonores. Et pour ça, finalement, on s'est dit aussi quels sont les gestes qui sont tracés par les mouvements que l'on fait autour de Como Éducation. Alors, pour ça, on s'est inspiré à la fois de références liées à la photographie et notamment au light painting, qui date maintenant de la première fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Notamment, on pense aux fameuses photographies de Picasso en light painting, donc en photo longue pose, et puis on vient dessiner à travers une lampe qu'on a dans les mains. Il y a aussi la référence aux arts vivants. Hein. On sait aussi à quel point la danse, par exemple, a pu. Alors, William Forsythe, c'est 2011, hein, c'est pas 1949. Excusez-moi, je crois qu'il y a eu un petit bug. Mais comment la danse, la notation de la danse a pu évoluer aussi de Kandinsky donc du Bauhaus dans les années 20. À finalement l'utilisation de la technologie aussi pour dessiner des mouvements. Donc, on pense à tout le travail de Forsythe qui a été fait au début des années 2010 ou au travail au milieu de la chorégraphe et danseuse Lucinda Childs. Et il y a des références aussi en pédagogie. Donc, c'est là qu'on retrouve par exemple le travail aussi d'Eloïsa Pérez, qui était le fait de créer des supports qui permettent aux enfants de venir dessiner des gestes. Donc, déjà, dès la moitié du 19e siècle, on a des outils qui sortent pour travailler sur la question du geste et la question de la lettre, autour notamment des outils développés par Friedrich Froebel. Et puis, ces dernières années, un engouement aussi pour un renouveau, on va dire, de ces outils pédagogiques qui lient ou pas d'ailleurs le numérique, mais qui permettent aussi aux tout petits de venir dessiner leurs gestes et de les guider dans le dessin des lettres, notamment. Et donc, on a travaillé avec une danseuse et un photographe pour dessiner les sons qu'on faisait lors des histoires interactives de Como. Et on a équipé la danseuse donc, de 2 lumières. À sa main droite, elle avait une lumière blanche. À sa main gauche, elle avait une lumière rouge. Puisque le smartphone sur Como Éducation est mis sur la main droite, puisque vous n'allez pas dessiner le même geste si vous êtes à droite et à gauche. Et la majorité de la population étant en droitière, on a favorisé le fait de faire le geste à droite avec le smartphone. Et donc, on voit très bien ici les gestes qui sont dessinés par la danseuse. Et de ces gestes, finalement, on en est venu à un système de notation que vous voyez ici à droite, qui reprend en fait les formes qu'on avait trouvées dans le live painting dans un système de notation où on permet finalement de passer du geste sonore ou du geste juste fait à sa notation. Et donc, ce qui va permettre aussi de travailler sa transmission, la manière dont on l'exécute, et puis de pouvoir créer peut-être le bon son derrière, puisqu'on aura exécuté correctement le geste grâce à sa notation. Et donc, les perspectives de développement qu'on a là pour la suite, c'est de travailler avec les tout-petits, ce que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, autour de peut-être le dessin à échelle 1 de leurs gestes dans l'espace. Un deuxième projet, je vais aller un peu plus vite après sur les 2 autres, mais un deuxième projet qui est intéressant,
c'est celui de l'ordinateur. Je reviendrai aussi si vous avez des questions sur le projet de Como-éducation juste après, parce que je suppose qu'il y en a beaucoup. Et donc, en complément, là, finalement, sur Como-éducation, on était sur la question du son, la question du mouvement dans l'espace. Là où, avec l'animateur, on va revenir sur la question du toucher et de la motricité, on va dire, plus fine. Là où Como-éducation, on était sur la motricité globale, donc la coordination du corps. Et des différentes parties du corps, les unes avec les autres et aussi les uns avec les autres, parce que les enfants aussi s'imitent les uns avec les autres, imitent aussi leur enseignante, etc. Et donc là, il s'agissait plutôt de retravailler avec l'animateur la question du toucher. Une autre préoccupation qui était que, puisqu'on utilise beaucoup d'écrans tactiles, finalement, on revient peu à la question du toucher et on le développe peu chez les tout petits avec les outils numériques. Donc, il s'agissait de travailler avec du textile connecté. Donc, j'ai travaillé pour ça avec la designer Claire Elio, qui est spécialisée en textile connecté. Et là aussi, je vous montre une petite vidéo qui explique le projet. À l'heure où l'on s'interroge sur la culture numérique des tout-petits, le projet L'Animateur propose aux enfants d'explorer les bases de l'électronique. Ouais. Bravo. On a vu qu'ici, il y a une grande famille. Ils sont tous pareils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils sont tous de la même forme, mais là aussi, pas de la même couleur. Les enfants manipulent les éléments d'un système de traitement de l'information composé d'une source d'énergie, d'une information et d'un signal. Une batterie et un interrupteur. Une lumière. Non. Non, du côté jaune. Voilà. Tu l'aides? Hop. D'accord, Ça semble bien. Alors, comment on pourrait faire pour qu'elle s'allume? Qu'est-ce qui se passe? ça fait de la lumière. Et ça, faut bien appuyer fort. Appuie fort, appuie fort. Ouais. À ton avis. C'est difficile pour celui-là. Et il passe celui-là. Et puis, ça marche avec tous les objets en fait. Les interrupteurs en textile électronique favorisent l'attention accordée aux gestes. Souffler, caresser, taper, frotter, farfouiller, glisser, tapoter. L'animateur encourage ainsi l'interaction incorporée des tout-petits. Alors, on les prend? On les prend tous? Oui. Donc, comment on a créé le projet de l'animateur, c'est d'abord en s'intéressant au textile. Hein. Le textile, c'est le matériau du doudou, donc le matériau transitionnel, si on reprend les termes de Winnicott. C'est de l'associer au circuit électronique et donc de venir créer comme ça des petits circuits électroniques interactifs en textile. C'est aussi l'idée de travailler sur l'interrupteur qui est finalement l'outil ou l'objet commun à tout outil numérique. C'est aussi issu de l'invention de l'électricité. Donc, c'est la première fois que l'être humain était en capacité de venir arrêter ou non un flux d'énergie. Et ça, c'est quand on travaille avec des physiciens, ça c'est quelque chose qui est ressorti très fort aussi de ce projet. Et pourtant, à la base, c'était juste une intuition de vouloir travailler justement sur des capteurs. Donc, ça prend la forme d'une boîte aussi. Donc, on retrouve ici aussi l'esthétique, on va dire, des objets pédagogiques un peu classiques pour les tout-petits. Et chaque circuit est composé d'une batterie qui est une source d'énergie, d'un capteur au centre qui transmet une information et d'une lampe qui est le signal. Et quand je viens finalement tripoter, si je puis dire, cet interrupteur, eh bien, ça s'allume. Donc là, vous aviez au début frotté, là, celui-là, on l'a appelé farfouiller. Et là, un autre, c'est caresser. Et comment ça marche? En fait, c'est un système dans lequel on a du textile qui est doublé de tissu conducteur. Et
en le doublant, eh bien, on peut venir ouvrir et fermer un circuit. Donc là, ce sont des systèmes qui ont été développés par Claire Elliott, donc qui est la designer spécialisée en textile connecté avec laquelle j'ai travaillé. Et c'est en fait super simple parce que on peut donner plein de formes à nos interrupteurs juste en utilisant ce système de venir ouvrir et fermer un circuit, c'est-à-dire en faisant se rencontrer deux bouts de tissu conducteur. Là aussi, la scénarisation pour l'animateur, elle est importante puisqu'il s'agit à la fois de découvrir les éléments du circuit. Qu'est-ce qu'une batterie? Qu'est-ce qu'une lampe? Qu'est-ce qu'un interrupteur au milieu? De créer ces circuits et de venir interagir avec eux. Donc, dans quel sens je les mets? Déjà, hein, vous avez vu, on a aussi travaillé sur les couleurs, bleu avec bleu, jaune avec jaune. Ça, c'était issu du processus d'itération qu'on a eu lors des premiers l'ordinateur, des premiers ateliers qu'on a fait, parce que ça permettait aux enfants de le faire tout seuls, parce qu'il y avait un signal qui leur permettait d'agir en mettant ces couleurs les unes avec les autres. Et rien que ça leur prend un petit temps hein, sur des enfants de 3-4 ans. Et ensuite, de venir qualifier les gestes et les sensations avec eux. Ah, c'est doux, c'est rugueux, c'est lisse, c'est chaud, c'est froid. Et on apprend aussi des nouveaux mots qui sont liés finalement à notre sens du toucher. Donc, ce qu'on a remarqué des retours d'expérience, c'est une motivation et un engagement des élèves dans l'activité à chaque fois. Une appropriation des dispositifs par les élèves. Alors, ce qui était super intéressant, c'était de savoir comment chaque élève, finalement, s'appropriait ces circuits. Alors, il y en avait qui faisaient les interactions auxquelles on avait pensé, nous, et d'autres pas du tout. Il y en a aussi qui ont comparé, finalement, ces petits circuits à des micro-ordinateurs, puisque la question de la lampe leur faisait penser à des ordinateurs. Donc, je trouvais ça super intéressant. Et il y en a d'autres qui disaient que c'était des bonhommes, la batterie étant le pied, la lampe étant la tête, l'interrupteur au centre étant le ventre, etc. Et donc, c'est intéressant aussi de savoir tout l'imaginaire qui peut être développé par des petits dispositifs comme ça qui sont mis en place. Et puis, enfin, on a vu une évolution assez nette des apprentissages liés à l'apprentissage des notions de l'électronique. Donc, la fabrication du circuit, le nom de chaque composant et son fonctionnement. De dire, c'est bien la lumière qui s'allume parce que c'est l'énergie qui circule. On a vu aussi une évolution des pratiques pédagogiques de la part des enseignantes qui ont souhaité, pour celles qui ne le faisaient pas déjà dans leur classe, retravailler cette notion d'électricité avec les tout-petits. C'est aussi dans des sujets actuels, hein, quand on parle de sobriété numérique ou de sobriété tout court, la question de l'énergie est essentielle. On a aussi créé, et c'est là que on en revient à cette question de la didactique, si je puis dire, des modes, des notices comme ça. Donc, vous en avez un pour chaque dispositif, vous avez une notice générale. Pour chaque circuit, pour chaque interrupteur, pour les lampes, pour les batteries, vous pouvez venir les fabriquer vous-même. Et je vous les montrerai après en vidéo parce que je les ai juste à côté de moi. Il y a tout un processus aussi pour comment on rend graphiquement un mode d'emploi hein, pour fabriquer un dispositif, comment on permet qu'il soit accessible. Et on a beaucoup travaillé pour ça avec Jade Veillet, qui était une étudiante qui est venue en stage d'Olivier de Serres. Et les perspectives de développement de ce projet, c'est aussi de créer des circuits internes à l'école où des enfants, par exemple, de CM1, CM2 pourraient venir fabriquer ces circuits qui sont aujourd'hui super simples, qui sont faits par couches, qui sont découpés dans des Fab Labs et qui seraient utilisés par les enfants de maternelle. Comme ça, on a un processus de fabrication et de réparation aussi super simple si on veut travailler sur les questions de low-tech qui sont des questions extrêmement actuelles. Un autre projet qui réunit en fait les projets de l'ordinateur et de l'Igloo et de Como-Éducation, c'est l'Igloo. Et l'Igloo, finalement, c'est comment on crée un espace dans lequel on peut venir faire des expérimentations avec le tout petit dans un environnement qu'on appelle contrôlé. Donc, c'est un environnement où on évite le moins de biais possible. Ce dispositif, il a été réalisé en collaboration avec Premier Cri, les Causeuses électroniques, le Club Sandwich et Ova Home. Donc là, vous voyez aussi qu'il y a plein d'autres studios de design qui ont contribué à la création de ce dispositif. Donc, ça prend la forme d'une petite cabane bleue en textile dans laquelle l'enfant écoute une narration sonore et vient interagir avec différents dispositifs. Donc, l'Igloo est connecté à un ordinateur de contrôle et chaque interface que vous voyez ici en orange, vert, rose, jaune est connectée à l'ordinateur. Et vous avez des interfaces à la fois qui reprennent les dispositifs de l'animateur. Donc, c'est des interrupteurs qui ont juste des formes un peu différentes que ceux du circuit, mais c'est exactement la même chose. On vient les toucher et ça vient allumer la lumière ou faire du son, ou faire de la musique, etc. Et dans le petit objet jaune, vous avez un smartphone qui est connecté à l'application Como-Éducation
et qui permettent de venir faire du son quand on le secoue. Donc, on a repris là les dispositifs qu'on avait créés dans l'ordinateur et dans l'Igloo, les systèmes d'interaction qu'on avait créés, et on les a implémentés dans un projet, on va dire, plus global, dans une vision holistique dont je vous parlais au début de la présentation. Pareil, il s'agit toujours de scénariser la question de l'interaction avec un dispositif. Donc, dans la scénarisation qu'on a appelée le nid du doudou, puisque c'est une narration dans laquelle l'enfant vient interagir avec un doudou qui est au centre, il y a une phase d'exploration. Donc, on dit à l'enfant, voilà, si tu vas rentrer dans la cabane du doudou, moi, je t'attends dehors parce que je suis trop grand, la porte, elle est trop petite pour que je rentre. Et puis, tu vas écouter l'histoire et on va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Ensuite, l'enfant vient interagir tout au long de l'histoire avec les différents dispositifs qui sont à l'intérieur de l'Igloo. Et enfin, quand il sort de l'Igloo, une fois que la narration est finie, on vient rediscuter de ce qui s'est passé dans l'Igloo grâce à un puzzle. C'est le puzzle qui reprend chaque interaction. Donc, on vient travailler aussi la mémorisation et on vient travailler la question de la mise en récit d'une expérience vécue par le tout petit. Cet Igloo, il a été exposé notamment à Milleformes. Si vous ne connaissez pas Milleformes, je vous conseille vivement d'y aller. C'est le premier centre d'art français dédié aux tout petits, de 0 à 6 ans, qui est situé à Clermont-Ferrand. Là aussi, on a travaillé sur la documentation de l'Igloo, puisque vous pouvez aujourd'hui fabriquer votre propre Igloo grâce à un livret, un petit livret qui est téléchargeable sur le site internet de Premier Cri, dans lequel il y a toutes les informations pour fabriquer, prototyper un Igloo. Donc finalement, en fait, la co-création de ces 3 dispositifs, donc Igloo, Learning Matter, Comoéducation, m'a permis de mettre les mots sur leur point de rencontre que nous avons en fait formalisé autour d'un concept que j'ai intitulé l'expérience d'apprentissage incorporée par le numérique et qui constitue en fait la proposition d'un nouveau paradigme qui était dans le titre de la thèse. Alors, ce concept, il s'appuie finalement sur différents fondements. Et ces fondements viennent à la fois de la question de la cognition humaine et de la cognition qu'on a appelée incorporée. En anglais, ça s'appelle embodied cognition, qui crée ce qu'on appelle les embodied cognition, donc la cognition incarnée, et qui va créer l'embodied interaction, l'interaction incarnée. Donc, ça veut dire que la cognition, au-delà d'être incarnée, elle est incorporée, c'est-à-dire qu'elle trouve ses fondements dans notre perception, à travers la mobilisation des sens qui possèdent leur propre qualité et nos actions sensorimotrices. Donc, que l'on peut traduire par notre manière d'être et d'agir au monde. Donc là, je reprends ici les textes de Varela. Donc, Varela, qui est un neuroscientifique qui a beaucoup travaillé sur cette question de la cognition incarnée et de la cognition incorporée même, puisqu'on parle bel et bien de l'implication du corps dans notre réflexion. Le corps est aussi le support de tous les apprentissages puisqu'il est le lieu d'hébergement de notre cerveau, donc de notre cognition et de tous les capteurs sensoriels, donc toutes nos actions qui nous permettent d'appréhender le monde. Là, je reprends ici la théorie développée par Berthoz. L'expérience, elle est aussi le médium de notre existence puisque c'est au travers de nos expériences quotidiennes que l'on donne sens au monde. C'est le principe même de la phénoménologie telle que développée par Merleau-Ponty. Et enfin, le numérique en mouvement bouscule notre rapport au savoir et modifie notre perception. Et là, je vais aller voir du côté de Michel Serres et de Vial. Et c'est comme ça que ça nous permet d'envisager finalement une transformation de l'éducation numérique en intégrant ce nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, il est aussi basé sur des invariants, c'est-à-dire des valeurs qui vont être essentielles pour créer ces expériences d'apprentissage. C'est un lien déjà essentiel entre le pédagogue et l'apprenant. On ne laisse pas les enfants seuls en autonomie. Il y a toujours une question de médiation finalement autour. L'apprentissage, il est aussi théorique que pratique. Et enfin, on travaille à la fois sur l'individualité des enfants et l'inclusivité de tous dans les scénarios. Il y a aussi d'autres fondements qui sont intéressants, qui sont celles de créer des liens entre les mondes réels et virtuels et de favoriser les interactions multimodales, c'est-à-dire multisensorielles, de favoriser le rapport au son, le rapport au toucher, le rapport au mouvement, etc. Finalement, j'ai décidé par exemple, là, si je vous montre la question de comoéducation, il y a aussi ce qu'on appelle des variants, des choses qui vont évoluer en fonction de chaque dispositif. Avant, on avait des invariants qui sont sur quoi on va se baser pour créer des expériences d'apprentissage incorporées. Et derrière, il y a ce qu'on peut faire varier quand on va utiliser un dispositif avec les enfants. Il y a déjà la question du dispositif que vous allez mettre au centre. Il y a le scénario que vous allez raconter, donc les lignes narratives de votre scénario. Il y a les acteurs et actrices que vous voulez mobiliser, à quel âge s'adresse votre dispositif et votre scénario, pour qui, etc.
et votre cadre spatio-temporel. C'est-à-dire que c'est toujours très, très important de se dire dans quel environnement je me place, puisque je suis toujours dans cet questionnement qui est mon lien entre mon corps, mon esprit et mon environnement. Et on va toujours aussi faire référence, lorsqu'on parle d'une expérience d'apprentissage, à des objectifs pédagogiques, puisqu'on va se baser dans le milieu de l'école maternelle ou dans le milieu de l'école tout court ou dans le milieu de l'éducation, puisqu'on parle d'apprentissage. Et donc, ces objectifs pédagogiques, vous allez pouvoir les faire varier, vous allez pouvoir jouer avec, mais il faut toujours les avoir en tête lorsqu'on veut créer finalement ces expériences dédiées à des apprenants. Donc, la définition que j'ai choisi de donner des expériences d'apprentissage incorporées, c'est que ça se situe déjà à la frontière entre médiation et transmission, puisqu'il ne s'agit pas seulement de transmettre des savoirs et des connaissances aux apprenants, donc on parle de transmission, mais de laisser place à une forme d'appropriation. Donc, on parle de médiation qui constitue finalement le fondement de tout apprentissage. C'est très, très important qu'un enfant s'approprie le dispositif que l'on crée, si l'on veut qu'il le retienne, qu'il le réutilise et qu'il s'en empare, en fait, dans son développement. Et si ce concept, il est aujourd'hui, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup développé dans le contexte de la petite enfance, je pense qu'aujourd'hui, on pourra le développer à tous les âges de la vie, puisque c'est aussi cette idée d'expérience d'apprentissage incorporée par le numérique, elle permet la libre expression de chaque individu au sein de la société par la transmission d'une culture numérique. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand on parle d'expérience d'apprentissage incorporée à l'ère numérique, finalement, on parle aussi d'une nouvelle transmission culturelle qui se base finalement sur des fondements et liés au développement, liés à l'éducation de tout individu. J'aimerais juste partager avec vous quelques leçons de mon travail de recherche avant de conclure. Les leçons, déjà, c'est que c'est très important pour moi, en tout cas, ça a été très important pour moi de m'impliquer sur le terrain en tant que chercheur. Si au départ, je souhaitais, dans une logique forcément d'autonomisation et d'appropriation des dispositifs, que les enseignants puissent exercer le rôle de médiateur au sein du scénario et que je puisse observer ce qui se déroulait avec attention, en raison des contraintes du terrain, il y a un manque d'enseignants, il y a eu la crise du Covid, etc. Les enseignants n'ont pas toujours été en mesure de participer à ces scénarios. Alors, j'ai dû occuper le rôle de médiatrice qui m'a permis de mieux saisir les enjeux du terrain, aussi bien au niveau de la scénarisation que des contraintes d'utilisation des dispositifs en classe avec les élèves. Par exemple, pour Como Éducation, c'est là que j'ai compris qu'il fallait absolument ajouter des boutons sur l'application de play, pause. Par exemple, s'il y avait un problème avec un enfant, il fallait que je puisse mettre en pause. Et ça, j'aurais pu l'observer sur le terrain, mais le fait de le vivre moi-même avec les enfants, ça m'a permis de pouvoir faire ces modifications aussi tout de suite sur les dispositifs. Deuxièmement, il s'agit de concevoir le scénario pédagogique avec les futurs usagers. Moi, j'ai beau avoir eu des idées pour les dispositifs et parfois même les avoir créés sur des discussions avec les enseignantes, les scénarios, eux, ont toujours été co-conçus avec les enseignants, puisque c'est elles et eux qui vont l'utiliser quand moi, je ne serai plus là. Donc, c'était pour moi très, très important de co-concevoir la manière dont j'allais scénariser ces dispositifs au sein de l'espace classe. Le troisième point de leçon, c'est de promouvoir des interactions finalement où l'écran il est le moins visible possible. Même si, par exemple, dans le projet de Como Éducation, il y a un smartphone, le smartphone, il est bloqué et sur écran noir, qui fait que finalement, on promeut des interactions qui sont sans écran au maximum et on utilise l'écran, on le détourne de son usage actuel pour venir faire des sons et créer une immersion sonore. Ce qui est hyper intéressant avec le smartphone, c'est que vous avez déjà des capteurs intégrés et vous avez déjà un haut-parleur. Donc, vous avez déjà un dispositif qui vous permet de faire beaucoup de choses au niveau des interactions multimodales, si je puis dire. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que on a toujours aussi veillé à ce que ces interactions sans écran ne soient pas des injonctions, mais plutôt des contraintes créatives. Et vous savez, en tant que concepteur également, à quel point c'est important aussi de se fixer des contraintes pour pouvoir créer. Et donc, privilégier la création de dispositifs favorisant les interactions sans écran permettait finalement aux élèves de porter attention à leurs sens, leurs gestes, leurs mouvements et plus généralement à l'environnement qui les entoure, à un âge où en fait on est très auto-centré, puisqu'on a déjà beaucoup de choses à développer avant 6 ans. Et donc de travailler sur la découverte de soi et des autres par l'intermédiaire de ces dispositifs, là où quand on parle d'écran, on a toujours l'impression que l'enfant va se refermer sur lui-même et ne pas faire attention à ce qui se passe autour de lui.
Une autre leçon que j'ai apprise, c'est qu'il fallait absolument que je puisse réunir les conditions de l'interdisciplinarité. Parce que c'est bien beau de dire, je vais faire de l'interdisciplinarité, je vais collaborer avec plein de personnes, et puis on va créer des dispositifs ensemble. Et bien en fait, il faut pouvoir réunir certaines conditions pour pouvoir justement créer des interactions interdisciplinaires. Déjà, il faut savoir convoquer les savoirs scientifiques au même titre que les savoirs expérientiels, c'est-à-dire les savoirs de terrain, les savoirs pratiques. Donc, les connaissances théoriques issues de la recherche scientifique et les savoirs expérientiels issus du terrain doivent toujours être placés au même niveau. C'est très important. Il faut mettre en place les méthodes de médiation pour pouvoir le dire et le faire avec les acteurs et actrices qu'on a autour de la table. Il faut aussi favoriser un dialogue constant tout au long de la recherche, c'est-à-dire créer des espaces de discussion qui sont propres à chaque domaine d'expertise. Parfois, je faisais des réunions qu'avec les ingénieurs, parfois qu'avec les enseignants, parfois qu'avec les designers avec lesquels je travaillais. Mais il fallait que, en tout cas, je puisse créer un dialogue aussi entre ces acteurs. Donc, des réunions non mixtes et mixtes, si je puis dire, pour reprendre des termes un peu politiques à la mode aujourd'hui. Il fallait aussi créer des ponts entre les acteurs, les actrices, les disciplines, les savoirs, mais aussi les méthodes et les outils que chacun a. Et aussi créer des ponts entre, ça veut dire travailler sur un langage commun. Et ce langage commun, finalement, c'est à la personne qui gère le projet, qui travaille justement sur la coordination entre ces différents acteurs et actrices, qu'il faut créer ce langage commun. Et ce langage commun, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre de faire des compromis et de réaliser des choix qui soient collectifs, c'est-à-dire de ne plus penser seulement à ce que moi je veux dans ma discipline, mais aussi de pouvoir penser aux disciplines des autres. J'émets également une autre hypothèse, c'est que la mise en œuvre d'une recherche interdisciplinaire doit posséder en son sein des méthodes ou des outils de design, voire un designer. Je pense que le design a ce pouvoir et cette essence d'être interdisciplinaire. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que moi-même, en m'impliquant finalement en tant que designer dans une discipline qui n'était pas du tout la mienne, la psychologie, sciences cognitives, etc., et bien finalement, j'ai aussi pu transmettre mes compétences et savoir où est-ce que je me plaçais, là où au départ, je ne pensais rien savoir et je ne savais pas exactement où j'allais me positionner. Enfin, dans les perspectives de la thèse, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut définir toujours des critères aussi d'évaluation d'un dispositif. Il faut se dire, OK, je crée ce dispositif, mais pourquoi et comment j'estime que ce dispositif, il va être opérationnel, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire qu'il est fini dans son processus de conception. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu travaillé sur une grille aussi avec justement tous les acteurs et actrices que j'avais mis autour de la table pour définir les critères d'évaluation selon chacun et chacune de ces actrices. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a des objectifs qui sont communs. Par exemple, du côté de la recherche, c'était que les utilisateurs et les utilisatrices s'approprient le dispositif de manière autonome et envisagent de nouveaux usages, mais on avait des critères qui étaient propres à chacun. Pour le designer, c'était que les élèves et l'enseignant réalisent l'expérience du début à la fin. Pour les ingénieurs, c'était qu'il n'y ait pas de bug technique. Pour les experts de la petite enfance, c'est que le dispositif soit favorable au développement de l'enfant. Donc, que l'enfant, finalement, développe des compétences quand il utilise ce dispositif. Du côté du terrain, pour l'élève, c'est juste d'avoir passé un bon moment. Déjà, chez les tout-petits, c'est déjà un gage que votre dispositif fonctionne. Avec les tout-petits, moi, je dis toujours, c'est les meilleurs bêta-testeurs, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et si déjà il y a un intérêt du tout-petit ou du jeune enfant à votre dispositif, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et pour les enseignants, c'est bien sûr de pouvoir respecter des objectifs pédagogiques parce qu'il y a une grille de l'éducation nationale qui est là, par exemple. Et chacun de ces acteurs et ces actrices qui gravitent autour du dispositif a ses critères, mais il s'agit aussi de les prendre en compte lorsque nous, on conçoit en tant que concepteur. Il s'agit aussi de construire des collaborations à partir des dispositifs. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas allée au bout de la recherche, c'est-à-dire que j'aimerais bien que ces dispositifs ils puissent être appropriés par d'autres chercheurs dans d'autres disciplines pour pouvoir évaluer certaines compétences chez l'enfant, pour pouvoir peut-être essayer de comprendre si y a un impact sur le développement de l'enfant, etc. Et moi, même si j'ai beaucoup étudié le développement du tout-petit, je n'étais pas en mesure de le faire. Donc aujourd'hui, voilà, je collabore avec d'autres laboratoires, d'autres chercheurs qui utilisent ces dispositifs pour évaluer des compétences chez les tout-petits. Un développement de compétences chez les tout-petits, pardon.
Et enfin, je travaille aussi sur la question de la mise à l'échelle des dispositifs dans le milieu de l'éducation, puisqu'il s'agit toujours de se dire, mais où est-ce que mon dispositif va être utilisé et comment il va être utilisé. D'où l'idée d'avoir tout documenté, d'avoir photographié, d'avoir créé des livrets, des notices, etc., qui permettent aujourd'hui à des acteurs et de l'éducation notamment de venir me contacter et pouvoir avoir ces dispositifs dans leur classe, mais en les fabriquant peut-être eux-mêmes, puisque moi je ne veux pas être prestataire et je ne veux pas créer une entreprise autour de ces dispositifs. En conclusion, cette thèse s'inscrit donc dans une démarche de recherche en design portée par le double fondement méthodologique de la recherche-action et de la recherche-création. Au cœur de chacune de ces approches, le lien avec le milieu étudié, celui de la petite enfance et plus précisément de l'école maternelle, est un fil conducteur de la recherche. Il ne s'agit pas seulement d'étudier et de comprendre et d'analyser ce milieu comme le ferait la science sans le design, mais plutôt de convoquer ce milieu tel un gisement de matière à transformer, pour reprendre les termes d'Anne-Lise Renon dans son ouvrage Science Design. C'est pour ça que je l'ai placé ici. Et ça, c'est intéressant aussi de vous dire que l'idée n'était pas seulement analyser le milieu, mais vraiment de venir travailler dans le milieu. Et c'est là que l'expérimentation créative qu'on avait évoquée en introduction est intéressante. C'est ce que nous avons tenté de faire tout au long de ce processus de recherche. D'abord en saisissant les opportunités offertes par la société sur le sujet via la création du MOOC, puis en intégrant les différents lieux habités par les jeunes enfants, les écoles maternelles, mais aussi des lieux culturels, environnements familiaux et espaces de soins. On a travaillé aussi avec des psychomotriciens, des orthophonistes, et en engageant un dialogue constant avec l'ensemble de ces acteurs et actrices du monde de la petite enfance, enfants et adultes qui prennent soin des enfants. Ça aussi, c'est important de le dire, c'est que quand on crée un dispositif pour le jeune enfant, il faut toujours penser à la place que va occuper l'adulte qui en prend soin. Il a fallu d'abord observer, être à l'écoute, faire preuve d'empathie à l'égard de chacun de ces acteurs, et d'être force de proposition et de réflexion, c'est-à-dire de ne pas se contenter uniquement de répondre à leurs attentes, notamment je pense aux enseignantes et enseignants qui ont collaboré avec moi, mais de créer des formes de réflexion dynamiques afin de provoquer une ébullition propre à une science en mouvement, pour reprendre les termes d'Edgar Morin. Et c'est là, en fait, que rentre en compte c'est là que l'on rencontre la véritable complexité. Et peut-être que c'est là qu'on voit à quel point ces dispositifs ont été complexes, puisqu'ils entremêlent de nombreuses problématiques qui sont propres à chaque milieu convoqué. Et c'est souvent aussi stimulant que déconcertant. La posture entre subjectivité et objectivité, elle est très importante, puisqu'il ne s'agit pas de se sentir sachant ni acteur de terrain, mais toujours un peu entre les deux, agissant à la fois sur les savoirs et les connaissances et sur les pratiques pour venir aussi les transformer. Et c'est là que c'est un travail que j'appelle aussi entre design et pédagogie. Donc entre enjeux de recherche et enjeux de terrain, entre théorie et pratique, entre science et design, entre design et pédagogie, qui porte ainsi l'idée forte que le design a toute sa place dans le monde de l'éducation en créant des porosités entre ces deux domaines. En fait, le pouvoir du design, c'est un pouvoir de transformation de la recherche. C'est un design pour et avec et par la recherche que cette thèse présente. Et c'est une recherche par et pour le design aussi. Ainsi, j'espère avoir apporté quelques éléments de réflexion autour de la recherche en design. Et enfin, j'aimerais finir sur cette question qui est très importante et qu'on pourra revoir, c'est ma dernière slide, hein. C'est que si les méthodes de recherche scientifique s'orientent de plus en plus vers de nouvelles formes, donc de plus collaboratives, plus participatives, afin de relier les sciences et leur public, comme le qualifie la philosophe Isabelle Stengers, le design peut y jouer un rôle essentiel. Nous pouvons ainsi qualifier le designer pédagogique comme un chercheur réflexif et un diplomate matérialiste, c'est-à-dire que grâce au travail de la matière sociétale, la designer ouvre alors des espaces de dialogue bienveillants permettant de répondre collectivement à des enjeux d'éducation. C'est dans cette démarche que la conception de dispositifs n'est pas anecdotique, elle est la cristallisation des enjeux de recherche et où le moyen de trouver, comme nous avons pu le définir dans un article qu'on a écrit avec le philosophe Théo Saint-Marabeau. Là aussi, j'ai collaboré avec un philosophe pour savoir comment on pouvait interroger cette notion de design pour la pédagogie, de design pour l'éducation, qui est finalement un design pour le monde réel, par la création finalement d'interrogations entre le réel et virtuel grâce aux technologies du numérique. Si derrière chaque technologie du numérique se cache un designer, nous portons donc le devoir d'interroger nos modes de conception, aussi bien que les usages qu'ils engagent dès la petite enfance, tout en respectant
certaines dimensions éthiques que je n'ai pas évoquées ici, mais que vous pouvez bien sûr comprendre dans chacun de ces dispositifs. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant et parfaitement en phase avec évidemment tout ce qu'on travaille au sein de l'atelier de didactique visuelle. Vous pouvez revenir à la caméra? Ouais. Je reviens. Voilà. Merci, c'était vraiment, vraiment parfait. Alors, il y a une question qui est, je voulais savoir combien de temps en moyenne il fallait pour s'approprier un dispositif, le Learning Matters par exemple. Pour s'approprier dans quel... J'imagine pour les enfants, enfin pour le public, oui. Alors, il y a plusieurs dimensions, c'est-à-dire est-ce que le dispositif il est déjà créé ou pas. Alors, ce que je vous disais en fait, c'est qu'il y a j'ai créé des notices comme ça, donc avec Jade Veillé, on a travaillé donc sur des notices. Donc vous avez en fait la notice de fabrication, donc vous avez une axonométrie du dispositif. Vous pouvez venir le fabriquer. Donc pour un capteur, il faut compter. Alors ça dépend de votre niveau en électronique. Quelqu'un d'un bon niveau le créera en 1 heure, quelqu'un d'un niveau un peu moyen, peut-être en 1 journée. Mais voilà, donc chaque dispositif, vous pouvez le créer en Fab Lab, puisque chaque élément, vous pouvez le trouver en Fab Lab. Peut-être qu'il va être un peu plus compliqué à trouver, c'est le textile ou le tissu ou le fil conducteur, mais une fois que vous l'avez, en fait, c'est assez simple, puisque c'est du collage, du montage, et c'est de la découpeuse laser et l'assemblage à partir de petites vis. Donc voilà, une fois que vous avez tout le matériel, en tout cas, c'est assez simple à construire. Et après, pour les tout petits, c'est des scénarios de 20-30 minutes. Et ce qui est intéressant avec les enfants de maternelle, c'est vraiment de venir retravailler ce scénario plusieurs fois. Parce que la première fois, il y a certains enfants qui ne vont pas vouloir toucher les dispositifs. La deuxième fois, il y en a peut-être qui auront plus compris, qui vont apprendre aux autres. Même, en fait, le scénario, c'est marrant de dire que d'un groupe à un autre, et même peu importe l'âge, entre 3 et 6 ans, il y a des scénarios qui ont duré 40 minutes, d'autres qui ont duré 20, parce que ça dépendait si l'enfant s'était approprié très rapidement le dispositif ou pas. Et s'il y avait eu un processus aussi de groupe qui se crée. C'est très intéressant. Il y avait des groupes qui, à la fin, ont créé des combats de Learning Matter en faisant bouger leur bonhomme. Et là, on vient dans une autre scénarisation et appropriation du dispositif. Mais voilà, on va dire qu'un scénario avec un tout petit, ça marche entre 20 et 30 minutes et on le refait plusieurs fois pour apprendre. Et voilà, la répétition, c'est le meilleur moyen d'apprendre hein, pour les jeunes enfants et même pour nous, en fait. Oui. Et 20 minutes, c'est déjà long pour un tout petit. Ouais. Et c'est déjà long. Mais en fait, ça, pour le coup, j'ai jamais eu de problème sur les longueurs des scénarios. Déjà parce que je les avais pas trop travaillés en amont. Je m'étais dit, bon, bah, je vais me laisser du temps. Voilà. Et en plus, vu que les dispositifs, ils étaient relativement nouveaux, en fait, les enfants avaient quand même cette appétence à vouloir les manipuler, etc. Et voilà, on les avait pensé avec les enseignantes. Donc, il y avait quand même des intuitions qui étaient là. Il y a une autre question, c'est serait-il possible de mettre en place dans des lieux tels que les musées où le temps passé est très limité, contrairement à celui de la classe ou de la maison? Bah, ils ont déjà été, par exemple, Learning Matter, il a été exposé au Quai des Savoirs, il a été exposé dans un musée en Suisse, à Genève. L'Igloo, il a été exposé dans... En fait, chaque dispositif, après, vous en faites un peu ce que vous voulez dans la manière... Donc, ils peuvent très bien circuler entre une médiathèque, une école. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que le fait qu'on ait travaillé sur les interactions multimodales et multisensorielles fait que ce dispositif peut s'intégrer dans tous les lieux qui sont fréquentés par le jeune enfant. Et moi, j'avais une question, parce que j'étais pas sûr d'avoir compris le point de départ, en fait, pour Como Éducation. Est-ce que les dispositifs préexistaient ou est-ce que ça a vraiment été imaginé, co-créé avec vous Alors, en fait, il y avait la technologie qui existait, qui était Donc, c'est le travail qui a été réalisé durant la thèse de Jules Françoise à l'IRCAM, qui a été réutilisé après par Sarah Avdili Alaoui. Je cite ces noms parce que voilà, c'est des noms qui peuvent être intéressants pour les étudiants. En fait, il y a toute une équipe, donc l'équipe Interaction Son, Musique, Mouvement de l'IRCAM, qui a développé cette technologie qui est de pouvoir traduire en mouvement en son. Ça, c'était l'application Como de base, d'ailleurs. Como pour Collaborative Motion. Donc, faire du mouvement collaboratif et sonore. Il manque un peu la dimension sonore, d'ailleurs, dans la notion de Como. Donc, du coup, ça, il y avait des travaux préalables. Après, l'application Como Éducation en tant que telle, on l'a développée de A à Z. C'est-à-dire
comment on la rend accessible à des enseignants de maternelle, comment on en fait une application qui est viable sur le terrain avec les tout-petits, comment on bloque des téléphones, qu'est-ce qu'on utilise, etc., avec les tout-petits comme son, etc. Tout ça a été créé de A à Z, y compris les gestes qui sont faisables par des jeunes enfants, la bibliothèque sonore, etc. Ah oui, ça c'est 7 ans de R&D, hein, Kobo Éducation. Donc c'est beaucoup. J'avais commencé en master. J'aimerais juste parler aussi de Premier Cri. Pourquoi? Non pas pour faire de Premier Cri, mais c'est pour aussi expliquer aujourd'hui tous les ponts qui se font entre la science et le design. Et donc Premier Cri, c'est une association qu'on a créée il y a 5 ans maintenant. Donc avec Lisa Jacquet, elle est maîtresse de conférences en psychologie du développement à l'Université de Lille. Donc elle est enseignante-chercheuse, elle a un poste à l'université. Moi, j'ai choisi après ma thèse d'arrêter le monde universitaire pour pouvoir me consacrer à l'association. C'était aussi un choix très fort de ma part. Et qu'elle ait un pied dans l'université et moi pas, pour pouvoir aussi toujours garder ce lien entre la science et le terrain, et pouvoir aussi garder ma pratique de design, puisque finalement, c'est très dur aussi d'être designer au sein de l'université et de pratiquer le design tel que nous, on le connaît. Il y a des contraintes qui ne sont pas forcément les nôtres, qui ne sont pas celles de la conception, etc. Mais il y a une envie très forte des laboratoires d'aller vers la conception de dispositifs. Et je pense notamment dans ces travaux qu'on fait à Premier Cri, c'est-à-dire qu'on associe des designers, des scientifiques et des professionnels de terrain autour de la table et on crée des projets ensemble. De ces problématiques de terrain qui émergent, on crée des dispositifs, on vient les tester dans les lieux d'accueil du jeune enfant. Et ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire que cette dynamique entre la science et le design, elle est là. Et je conseille en tout cas aussi aux étudiants, quand ils veulent aller pousser un projet, d'aller pousser la porte de l'université. C'est pas toujours très simple, mais d'aller aussi vers la science. Et si vous tombez sur les bons scientifiques, c'est pas toujours le cas, hein, c'est aussi compliqué, hein, le dialogue parfois avec les scientifiques. Mais quand ça marche, c'est vraiment hyper intéressant. Et ça, je sais que vous le faites aussi déjà à l'AIR. Et d'ailleurs, c'est super, hein, parce que toutes les écoles de design ne le font pas. Mais c'est vraiment cette idée de collaborer avec les scientifiques. On a beaucoup de choses à apporter en design et on a beaucoup de choses aussi à apprendre sur la rigueur de conception, sur les problématiques qu'on se pose aussi en tant que designer quand on conçoit, et sur les enjeux qui sont les nôtres au XXIe siècle, si je puis dire. Ce lien science-design, il est majeur. Voilà. Oui, bah, encore une fois, c'est tout à fait raccord. On passe notre temps à bosser avec des médecins, avec des ingénieurs, avec Voilà. tous les scientifiques, des historiens. Donc on est complètement en phase avec tout ça. Oui. L'interdisciplinarité, c'est la clé, hein. Tout à fait. Ouais, super. Bon. Bah, en tout cas, merci parce on a vraiment l'impression de parler la même langue parce qu'on est aussi là-dedans, dans ces questions de recherche, dans ces questions de recherche-action, de recherche telle que vous l'avez très bien décrit. Donc c'est très stimulant. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce qu'il y a vraiment des choses à échanger. Merci à Eloïsa pour la mise en contact. Oui, merci Eloïsa, oui, tout à fait. Et puis j'espère encore une fois à bientôt. Oui, à bientôt. Au Merci à revoir. vous, hein. Bonne soirée. Au revoir.